intervenant que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est Yasser Kazal, il est professeur de psychiatrie, il est chef du service de médecine des addictions au centre hospitalier universitaire de Lausanne et qui dépend de la faculté de biologie et de médecine de l'université de Lausanne en Suisse. Et il est psychothérapeute, il est spécialiste des addictions avec et sans substance et du jeu en particulier. Voilà, merci. Merci Lucia, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais parler des jeux pour aviser de traitement. Et puis je vais aborder la question, pas sur l'angle d'un diagnostic particulier, mais sur un angle plutôt transdiagnostique comme outil et potentialité de ces outils. Les jeux existent depuis la nuit des temps, font partie des processus normaux de notre développement, mais on voit ces dernières années l'essor de jeux digitaux. Et vous voyez en voyant cette image que ces différents jeux à très haut succès ont en fait des caractéristiques assez différentes et plongent dans des univers assez différents les personnes. Et ces jeux arrivent à amener beaucoup de personnes dans ces applications et à générer beaucoup de revenus. Dans cet environnement, on voit aussi apparaître un autre phénomène, c'est que la question ce qu'on appelle les serious games, des jeux qui ont en fait un objet sérieux, c'est-à-dire qui cherchent non pas le plaisir du jeu, mais à apporter quelque chose d'autre, à avoir une fonction utilitaire chez la personne. Il y a un développement à ce niveau, avec de plus en plus d'articles qui paraissent et au niveau académique. Alors ce développement, on peut le comprendre dans le fait que vu l'importance et le succès du jeu, alors on peut se dire pourquoi pas utiliser ce champ pour quelque chose qui peut être utile dans les soins. Et c'est sur cet angle-là que je vais rentrer. Et ça pourrait être utile pour faire trois choses. Une chose pour amener des gens, pour amener des personnes à obtenir une aide ou un service particulier, à les engager dans quelque chose qui pourrait faciliter un changement, et puis à créer des environnements de jeu qui sont créateurs, facilitateurs de changement ou d'expériences qui vont être faites dans un environnement sécure, différent de l'environnement naturel qui peut être plus complexe. Et en créant ces environnements, les jeux pourront entraîner quelque chose de plus spécifique, plus particulier par rapport à une cible donnée. C'est d'autant plus important aujourd'hui parce qu'avec le développement du numérique, on a toute une panoplie d'offres qui apparaissent et notamment des applications, par exemple des applications smartphone. Et on se rend compte que ces applications pour la santé, elles arrivent, si elles sont bien visibles, elles arrivent à attirer beaucoup de monde. Comme cette application pour l'état de stress post-traumatique, elle a attiré très rapidement plus de 170 000 personnes. Mais on voit que quand on arrive à la deuxième utilisation après le téléchargement, on a moins de 10% des personnes qui restent là. Alors on peut se dire que c'est déjà bien parce qu'on capte déjà beaucoup de monde, mais on a quand même un drop important. Alors on se dit, mais les jeux, ils arrivent à capter du monde, à avoir du monde longtemps, à générer du trafic, à garder des personnes. Alors peut-être qu'il y a quelque chose dans cette dynamique-là qui pourrait être utile. On peut voir le développement des jeux pour la santé sur trois grands piliers. Un pilier, ce serait, on se dit, on sait qu'il y a des choses qui marchent, on sait qu'il y a des thérapies qui ont été développées, par exemple pour traiter tel trouble anxieux, pour traiter telle addiction, etc. Et on va se dire, ces thérapies sont assez peu utilisées ou insuffisamment ou difficiles à répliquer, alors on va les offrir sur un mode ludique. Donc on va transformer en jeu quelque chose qu'on fait déjà autrement.
Un autre domaine, on va prendre un jeu qui existe, le jeu existe déjà, on ne va pas le créer, on va se dire, mais ce jeu, il a des caractéristiques qui pourraient être utiles pour telle ou telle chose. Et puis on va l'appliquer là. Et la troisième chose, c'est se dire, il y a des jeux qui existent, qui sont diffusés, qui sont beaucoup utilisés par la population, et elles vont avoir un impact sur la santé sans même qu'on cherche vraiment à l'utiliser pour ça. Je vais essayer d'illustrer ces trois thématiques à travers de quelques exemples. La première, c'est traduire en jeu des approches cliniques, et les approches que je vais illustrer sont basées sur les approches cognitives et comportementales. Ça pourrait être aussi d'autres choses, mais c'est celle que je vais illustrer. La première que je vais illustrer, c'est un jeu de cartes pour entraîner les personnes avec des symptômes psychotiques au raisonnement par hypothèse. Avec cette idée, si vous voyez ce stimulus, peut-être vous avez une interprétation, le voyant selon là où vous êtes, ce que vous percevez, peut-être une tête de mort. Si c'était ça, peut-être l'émotion qui serait associée pourrait être la peur. Si je vous montre ce stimulus, qu'est-ce que vous voyez? Peut-être une femme devant son miroir. Si c'est ça, l'émotion ne va pas être la même, peut-être calme, détente, autre chose. Et c'est ça que va faire le jeu. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a changé l'angle de vue sur le stimulus. Et le jeu va entraîner par un ensemble de questions les personnes à changer l'angle de vue et donc à générer des nouvelles hypothèses sur les stimulus et les situations qui sont amenées par le jeu. Un exemple de carte, Michael et Joe décident de s'acheter une glace à la vanille chacun. Michael, en la goûtant, se dit que c'est bon. Au même moment, Joe lui dit « Ah, ce qu'elle est bonne cette glace ». Michael se dit « Il lit dans mes pensées ». Et le jeu va entraîner en groupe, définir la situation avant même son interprétation, trouver l'hypothèse que fait Michael et générer d'autres hypothèses. Quand on regarde l'effet de ce jeu dans une étude contrôlée, on voit qu'on a une réduction du degré de conviction associé aux idées de type délirant et que cette amélioration dans le groupe qui a eu le jeu versus le groupe qui a eu le traitement usuel, elle va se poursuivre aussi dans les 6 mois qui suivent l'entraînement. Et donc on a quelque part une forme de généralisation qui se poursuit. Et on va voir qu'il y aura, parmi les personnes qui ont eu ce traitement, plus de personnes qui sont en mesure de dire il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé qui va à l'encontre de ma croyance. Comme une patiente qui me disait mais il s'est passé quelque chose, une amie m'a dit je vais te dire un secret. Puis elle m'a dit mais si elle me dit je vais te dire un secret, alors c'est qu'on ne lit pas dans mes pensées. Et probablement, ce type d'entraînement favorise de découvrir ce type de choses étranges qui vont à l'encontre de la croyance. Et ça pourrait être renforcé par un phénomène qui est un assouplissement de la self-certainty, donc de cette dimension de flexibilité cognitive que la personne pense, les interprétations que je fais de mes expériences sont sans aucun doute justes. Peut-être qu'en assouplissant ça, on a plus de chances d'obtenir ce changement et des jeux ou des processus favorisant ça pourraient favoriser ces modifications. Dans un autre domaine de jeu, c'est un board game, c'est un jeu de plateau pour les fumeurs. Et ce qui est intéressant dans ce développement, c'est que ce jeu amène toutes sortes d'informations aux fumeurs par des cartes et les fumeurs étaient invités pas à vouloir changer leur comportement, mais juste à être intéressés. Est-ce que vous êtes intéressés à jouer à un jeu? Ils disaient oui, qu'ils veuillent ou pas arrêter de fumer un jour. Et avec ce jeu, on a eu quelques modifications des attitudes des fumeurs par rapport au tabac. Mais on s'est rendu compte dans ce modèle de jeu qu'en fait, ils ne s'amusaient pas, ils s'ennuyaient. Alors du coup, on a dû transformer ce jeu à l'aide de spécialistes de création de jeux
en gardant un peu les mêmes produits, les mêmes outils, les mêmes ingrédients thérapeutiques, mais on a changé la démarche du jeu. Ça veut dire qu'on a créé plus de surprises dans le jeu, plus de choix, et du coup, le jeu est devenu plus amusant. Et les personnes ont plus facilement pu y jouer. Et on trouvait que, dans une étude contrôlée, que les personnes qui participaient, il y avait plus de personnes qui étaient prêtes qui avaient arrêté de fumer à 3 mois que dans le groupe psychoéducation ou dans la liste d'attente. Il y a une première méta-analyse qui est sortie sur les board games, donc des jeux qui sont sur des plateaux de jeux, et qui montre des effets qui peuvent être intéressants, en particulier sur les connaissances, et puis dans une moindre mesure sur les changements de comportement rapportés. Dans cette même logique de transformer ce qu'on sait qui marche en jeu, le jeu Sparks illustre ce phénomène, c'est-à-dire on va faire un jeu vidéo pour le traitement des adolescents avec symptômes dépressifs, où à travers le jeu, ils vont faire ce qu'on fait habituellement dans cette thérapie, mais avec des personnages, en rencontrant des personnages dans une fiction qui vont les entraîner sous forme ludique à, par exemple, restructurer leurs pensées, à faire de l'activation comportementale. Et ce type de jeu se montrait pas inférieur au traitement usuel chez un groupe d'adolescents dans une première étude contrôlée. Les premières méta-analyses encore préliminaires qui sortent sur ce type de jeu montrent aussi des résultats plutôt encourageants avec un effet plutôt supérieur aux conditions contrôle. Si maintenant on utilise des jeux qui existent à visée thérapeutique, je me dis il y a un jeu qui a une propriété qui m'intéresse et peut-être je peux l'utiliser pour aider des personnes. On va s'intéresser là, je vais l'illustrer avec les Exer Games, les jeux où en fait on joue, on danse, on fait du sport, la Wii, ce genre de jeu. Et ça, on s'est dit pour la dépression, un des ingrédients c'est l'activation comportementale. Et plusieurs études montrent que ce type d'outils peuvent se révéler intéressants dans le traitement de la dépression, avec un certain effet. Et l'élément intéressant de cette méta-analyse, c'est que cet effet, il va être plus important si l'exergame a des caractéristiques plus ludiques. Soit parce qu'il est plus engageant, soit parce que aussi il y a l'effet ludique qui peut provoquer aussi des émotions favorables à réduire les affects dépressifs. Maintenant, on va regarder un autre jeu, qui est un jeu qui est spécifiquement, là je vais l'illustrer par le Pokémon Go. Le Pokémon Go, peut-être il y en a à la Sorbonne, des Pokémon. J'ai arrêté de jouer au Pokémon il y a quelque temps, alors je ne sais plus pour vous dire, mais... Et vous pouviez capturer les Pokémon, les collectionner, vous prendre en photo avec. C'est un jeu de réalité augmentée. Et ce jeu a cette particularité par rapport à d'autres jeux, c'est qu'on bouge, on va dans un endroit à l'autre, etc. Alors on s'est dit, est-ce que ça change le nombre de pas que font les personnes? Et si on regarde là, vous avez en ordonné le nombre de pas en milliers de pas par jour, parce que c'est une étude qui a pu être faite en couplant des données de différentes sources sur des personnes qui avaient des outils qui comptent les pas, des outils où ils avaient Pokémon Go, ils faisaient des recherches Google pour chercher des informations en lien avec les Pokémon. Et on voit que ces personnes, en fait, on voit une augmentation, vous le voyez après le 0, il y a une augmentation du nombre de pas par jour. Et cette augmentation est assez importante et cette augmentation, elle est particulièrement importante chez les gens qui s'intéressent beaucoup à leur Pokémon Go, donc qui vont beaucoup chercher des informations dans Google sur les Pokémon. Et par contre, à 30 jours, il commence à y avoir une baisse. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'augmentation et puis de nouveau une baisse de cet effet. Cette étude ne le montre pas, mais on pourrait regarder qu'est-ce qui se passe là, parce que peut-être si on prenait les gens
qui continuent à jouer beaucoup et ceux si on sortait de la moyenne pour regarder des clusters, peut-être qu'on identifierait différents clusters de joueurs avec différents types d'effets. Et quand on compare ce Pokémon Go, donc qui n'est pas fait intentionnellement au départ pour que les gens marchent plus, a priori, mais pour qu'ils jouent à quelque chose qui les invite à jouer, on va voir que si on compare ces joueurs de Pokémon à des utilisateurs d'apps pour la santé, donc des apps qui sont plutôt faites pour favoriser des changements de comportement, on va voir qu'avant le téléchargement de Pokémon, alors ces futurs Pokémon gamers étaient en dessous en termes de nombre de pas, et puis quand ils le téléchargent, ils arrivent à monter au-dessus ou au niveau de ces applications, en tout cas pour une période de temps. Or, c'est particulièrement intéressant, en particulier si on se pose cette question de l'engagement, cette problématique de l'engagement sur les outils numériques dans le milieu naturel. Pas l'engagement pendant les études contrôlées, mais l'engagement une fois que le produit est au service de la population. Alors, on peut se poser une question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un joueur va continuer à jouer? On peut approcher un peu cette question par une méta-analyse qui a regardé qu'est-ce qui fait qu'un joueur va déclarer une intention de rejouer. Et cette intention de rejouer, pour les jeux hédoniques, donc les jeux qui n'ont pas une intention de serious game, un des éléments, c'est le fait qu'il y ait du plaisir à jouer. Ça va favoriser une attitude positive vis-à-vis du jeu et ça va être associé à une intention de jouer. Jusque-là, ce n'est pas très étonnant que le plaisir soit un des ingrédients. Ce n'est pas le seul, visiblement, mais c'est un des ingrédients. Et puis, étonnamment, il y a un autre ingrédient aussi qui est associé à une attitude favorable vis-à-vis du jeu, même pour les jeux hédoniques, c'est le fait de percevoir une utilité à ce jeu. Percevoir une utilité à ce jeu, on ne sait pas exactement laquelle dans cette méta-analyse, mais c'est que les gens jouant, en fait, probablement, ils vont aussi retrouver une utilité sociale, autre, quelque chose d'autre qui favorise le maintien dans le jeu. Et si on regarde les jeux utilitaires, donc les serious games, alors on va voir que l'intention de jouer est associée plutôt au fait de percevoir que c'est utile. Alors ça va bien avec le concept d'utilitaire, c'est-à-dire qu'il faut que les gens perçoivent ça pour qu'ils continuent à jouer. Et cette perception d'utilité va être associée aussi à des attitudes favorables vis-à-vis du jeu. Paradoxalement ou étrangement dans cette méta-analyse, le plaisir de jouer n'est pas associé à ça. Peut-être parce que nos serious games ne sont pas assez plaisants peut-être, ou peut-être pour d'autres aspects liés à cette méta-analyse ou d'autres problématiques. Aujourd'hui, les jeux entrent un peu dans... Je suis parti un peu avec les jeux, aussi avec les board games et les card games, qui peuvent avoir un peu les mêmes bénéfices ou des bénéfices qu'on pourrait espérer. Et puis, les jeux avec la dimension électronique, ils rentrent dans le champ du e-health. Et puis, non seulement ils rentrent dans ce champ, mais du fait du pouvoir technologique aujourd'hui, et peut-être Stéphane en parlera un peu tout à l'heure, ils rentrent dans ce champ, mais aussi connectés à toutes sortes d'autres dimensions possibles, à toutes sortes d'autres technologies possibles, notamment celle des sensors, celle du neurofeedback, etc. Et donc le champ d'utilisation de ces jeux et de leur couplage à d'autres sources d'intervention devient extrêmement large pour la créativité sur les jeux, notamment pour des jeux en réalité virtuelle, mais aussi d'autres formes de jeux. Mais au fond, au-delà des technologies qui vont être ou pas associées au jeu, si vous voulez créer un jeu, la première question, ça va être qu'est-ce que votre jeu veut faire? Qu'est-ce que vous attendez à faire dans ce jeu? Qu'est-ce que vous espérez en faire? Avec le jeu Michael's Game, on voulait surtout aider les patients à s'approprier le raisonnement par hypothèse. On voulait que ça, rien d'autre. Avec le jeu Picklop sur le tabac, on voulait plutôt offrir aux gens
des informations un peu générales sur le tabac, les processus de changement, les moyens de changement. Et finalement, peut-être que les résultats qu'on peut obtenir d'un jeu vont dépendre un peu de ce qu'il fait. Le Pokémon Go aide à bouger, alors peut-être qu'il va permettre à faire ça chez certaines personnes. La première chose, c'est qu'est-ce que votre jeu veut faire, qu'est-ce que vous voulez faire. Et après, pour pouvoir avoir un engagement des joueurs dans un serious game, il faut travailler avec les usagers, avec ceux qui vont utiliser le jeu, pour voir comment est-ce que ce jeu peut répondre à ce besoin. Et puis, vous appuyez sur les théories de changement, mais aussi les théories issues de la compréhension des jeux et des dynamiques de jeu, pour faire un jeu qui ait une dynamique de jeu et qui puisse engager les joueurs d'une manière où ils sentent le bénéfice, mais où ils sentent aussi le plaisir à jouer. Et soyez attentifs aux aspects sociaux, aux liens sociaux qui peuvent faire partie en fait de cet engagement, parce que c'est aussi un des trépieds d'un changement comportemental et des théories de l'autodétermination. Et puis pensez à quelle est la motivation intrinsèque du joueur. Si on catch la motivation intrinsèque, on a une chance d'avoir quelque chose qui marche. Avec Tinder, vous captez une part de motivation intrinsèque qui est la motivation à se rencontrer des gens. Et du coup, et le produit peut marcher s'il y a suffisamment de personnes dessus et qui fonctionne assez bien. Sinon, il n'a pas de chance de marcher. J'aimerais finir par cette œuvre d'art de Joël Cabane, une artiste suisse qui illustre la diversité. Et là, elle illustre avec des oiseaux pour illustrer la diversité. Et j'aimerais illustrer la diversité ici pour deux raisons. Une, c'est la diversité des besoins. Et donc, on doit chercher à répondre à une diversité de besoins par une diversité de moyens et en utilisant ces moyens, peut-être pas de manière générique, one size fit all, mais d'une manière de plus en plus spécifique en développant des outils nuancés qu'on pourrait utiliser de manière modulaire. Et je vous remercie pour votre attention.